Madame Namizata Sangaré, présidente du CNDH, je voudrais vous remercier de toujours m'associer à des séminaires de ce type-là, qui sont des séminaires de qualité. Merci pour le travail que vous faites. Je vous dis que je viens de faire un livre, je viens de publier un livre, et je parle de vous dans mon livre. Cette dame m'a impressionnée quand j'étais à Odiéné. Elle est venue me visiter avec toute son équipe, mais une équipe de qualité, une équipe vraiment compétente. Ça m'a tellement impressionné que j'en ai gardé un très bon souvenir. Chers collègues, je dirais, panélistes, comme moi, Madame Tao Gabala, Madame Agnès Crédit, mesdames, toutes prises ensemble, on fait le mouvement, hein, ensemble, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames les candidates, ici présentes dans la salle, et mesdames les membres, messieurs les membres des staffs de campagne, mesdames et messieurs. Je pourrais dire, en réalité, mon message a déjà été diffusé, a déjà été donné par Madame Gabala. Mais je vais tenter de l'actualiser à ma manière. J'aimerais, pour introduire mon propos, exprimer toute ma gratitude et l'honneur qui m'est fait en m'offrant l'opportunité de m'exprimer sur un sujet maintes fois débattu et jamais épuisé, à savoir l'engagement de la femme en politique. Dans ma brève intervention, je vous parlerai dans un premier temps de la place et du rôle de la femme dans l'espace politique de la société traditionnelle à la société moderne. Et puis, dans un deuxième temps, je relèverai quelques qualités essentielles pour être ou devenir une femme politique de conviction. Parlons donc dans un premier temps de la société traditionnelle à la société moderne. Je vais vous dire des choses que vous connaissez déjà, hein, ne vous en faites pas. Hein. La place et le rôle que la femme tient dans l'espace politique. Dans la société traditionnelle africaine, on a souvent et dans nombreux cas relégué la femme au second plan. On la cantonne à s'occuper des tâches ménagères, à assurer le rôle de procréatrice, afin de perpétuer la descendance de la famille et à éduquer les enfants. Cette considération-là s'est prolongée à notre époque, dite moderne, parce qu'en effet, aujourd'hui encore plus qu'hier, la femme dans nos sociétés est confrontée à plusieurs défis. Le premier défi, c'est le complexe de supériorité des hommes. Le deuxième défi, c'est le complexe des femmes elles-mêmes. Complexe lié la plupart du temps à leur faible niveau de scolarisation. Troisièmement, le manque de formation aux activités et métiers modernes. Nos femmes sont vendeuses, mais elles sont très souvent de petites vendeuses dans les marchés, dans les quartiers. Et elles ont du mal à devenir de grandes commerçantes, ouvrant de grands magasins. Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui leur manque, ce n'est pas le produit à vendre qui leur manque. Les femmes, très souvent, malheureusement, se laissent brimer, réduire par la timidité.
Ou alors, nous avons des femmes qui sont introverties et qui ne savent pas donc s'ouvrir, qui ne savent pas oser, qui ne savent pas, n'est-ce pas, avoir de l'audace. Et puis, bien sûr, ce n'est pas Mme Sangaré qui va me dire le contraire. Hein. Nous avons des barrières de loi. Nous avons les barrières des règles. Nous avons les barrières des us et coutumes qui empêchent les femmes de devenir des acteurs publics. Et les modèles et stéréotypes basés sur l'infériorité de la femme conduisent malheureusement à la masculinisation de certaines responsabilités et de certaines activités auxquelles les femmes ont de la peine à accéder. Par exemple, des postes de cadre. Par exemple, les postes de commandement. Dans nos villages même, Mme Crédit le sait très bien, ne devient pas porte-parole du roi une femme. N'est-ce pas? Dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la politique moderne, il faut noter que c'est à tort que nos sociétés font de la politique du pouvoir un univers essentiellement masculin. Parce que dans le passé, et même souvent un passé pas très lointain, les femmes tenaient déjà des rôles et menaient des activités sociales, religieuses, politiques, économiques qui en faisaient des agents incontournables. Dans nos sociétés traditionnelles, on ne pouvait pas choisir le roi sans que les femmes ont donné leur point de vue. Et ce sont même les femmes qui désignent qui va être le roi, le prochain roi. Et quand on est en situation de conflit, il est impossible de régler les conflits au village sans l'intervention des femmes. Et les femmes pouvaient donc être des agents incontournables et même quelquefois plus puissants que les hommes eux-mêmes dans la société traditionnelle. Le combat de la femme politique moderne, c'est essentiellement de révéler tous ces atouts qu'elles ont en elles et ces qualités dont elles usent depuis toujours pour la régulation de la vie en société. De faire reconnaître et de faire valoir les capacités à assumer des fonctions de premier rang dans notre société et même au sommet de nos États. Cela exige, bien sûr, certaines qualités indispensables, au premier rang desquelles se trouve celle dont nous allons maintenant parler. Une femme politique, être une femme politique, devenir une femme politique de conviction. Devenir même une femme politique. Pour aborder ce deuxième volet-là de notre intervention, nous allons nous attarder ensemble sur la définition que nous donne le dictionnaire français. Le dictionnaire Larousse, c'est celui-là que j'ai consulté. Et j'ai retenu, en examinant cela, du mot conviction, j'ai retenu, premièrement, l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est donc synonyme de certitude, synonyme de foi, synonyme de persuasion. Si vous n'avez pas de certitude, si vous n'avez pas de foi,
Si vous n'êtes pas persuadé de ce qui vous met en mouvement, vous serez un piètre politique, homme ou femme d'ailleurs. Deuxièmement, un principe, une idée qui a un caractère fondamental pour quelqu'un. Si vous n'avez pas une idée complète, bien ancrée en vous, bien visible en vous, quand vous regardez en vous, si vous n'avez pas une idée claire et précise, vous allez naviguer comme chez moi, on dit là, le dandaïbo, c'est-à-dire le nénuphar, qui est sur l'eau, qui peut être très beau, faire de belles fleurs, mais qui est entraîné par le courant et qui n'a aucune racine personnelle, intérieure, qui stabilise. On ne peut pas avoir de conviction politique, on ne peut pas avoir une femme politique, on ne peut pas être un homme politique d'envergure si on n'a pas une vision précise, une vision claire dans son esprit. Et puis, la conscience de ce que soi-même là, on a de l'importance, de ce que soi-même, on est quelqu'un d'utile, de ce que soi-même, ce que nous anime à un bien fondé auquel on croit, qui est sérieux. Parce que si vous avez une conviction, si vous avez une idée, il faut pouvoir soutenir cette idée. Il faut pouvoir soutenir cette idée. Ainsi donc, la femme politique de conviction, c'est celle qui est habitée par une vision claire de la société qu'elle veut établir et gérer avec les autres membres. Je reprends. Vous pouvez être convaincu du projet économique que vous portez, que vous voulez, comme on dit aujourd'hui, on dit implémenter, n'est-ce pas? Un mot des anglais là qu'on est venu intégrer au français. On ne va pas faire de débat sur cette question. Vous deviendrez une grande commerçante. Vous irez à Dubaï, vous ferez vos achats, vous viendrez vendre. Mais vous faites, votre activité là, c'est le commerce. Il y a des gens qui sont en politique, mais qui sont en réalité des commerçants. Ils viennent en politique pour acheter ou pour se remplir les poches. Ce n'est pas de ceux-là dont je parle. Ils existent, hein, mais ce n'est pas de ceux-là dont je parle. Je dis une femme de conviction et je vous encourage, je vous engage à devenir des femmes de conviction en politique. Faire la politique, pour moi, c'est avoir le souci de travailler pour la transformation de sa société. Transformation positive, parce qu'on peut transformer aussi en moins bien de sa société. Et pour réussir cela, elle a donc cette vision claire, mais cette vision-là, elle ne va pas la garder pour elle-même. Si elle garde la vision pour elle, la vision, n'est-ce pas, ne prospérera pas. Elle crée un engagement dans un groupe, avec d'autres personnes. On ne fait pas la politique seule. On fait la politique dans un groupe. Si vous n'avez pas un groupe, et le groupe est important, parce que le groupe là, c'est l'instrument de travail. De la même manière que l'agriculteur va avoir pour instrument de travail sa daba au départ, et puis ensuite peut-être même son tracteur. De la même manière, la personnalité politique, la femme politique, l'homme politique, qui veut réussir en politique, doit être dans un groupe. On appelle ça un parti politique. C'est son instrument de travail. Et donc,
Elle crée un engagement autour d'elle dans un groupe, dans une organisation dont les objectifs correspondent bien à ses propres convictions. Oui, parce que si vous voulez prendre le pouvoir ou accéder au pouvoir pour développer votre société, et le groupe que vous créez, c'est le groupe dans lequel vous entrez, c'est un groupe dont l'unique intérêt, c'est de vendre des cacahuètes pour avoir de l'argent, il est évident que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Nanti de cette vision et de cet instrument-là de diffusion et d'action dans la société, la femme politique de conviction se trouve à ce moment-là dans l'obligation de développer un leadership efficace. On ne peut pas s'en sortir si on ne développe pas un leadership efficace. C'est-à-dire avoir la capacité de convaincre les autres à adhérer à ses idées, à ses opinions politiques, à s'engager dans les actions qui vont être décidées. Et ce, en dépit de toutes les adversités, en dépit de toutes les pesanteurs socioculturelles, politiques, etc. Elle ne doit jamais transiger sur les questions de valeur qui fondent sa vision. J'insiste là-dessus. Une femme qui aujourd'hui est comme ci, demain est comme ça, elle ne peut pas créer, construire autour d'elle quelque chose de puissant. Vous avez une vision. Pour implémenter cette vision, il y aura des facilités, il y aura de l'adversité, mais si vous reculez chaque fois que vous êtes dans l'adversité, vous ne pourrez rien créer de profond, de fondamental. Il ne faut pas transiger avec les valeurs qui fondent votre vision. À ce titre-là, elle se doit, n'est-ce pas, de développer certaines aptitudes essentielles et relever des défis pour assurer ce bon leadership qui consistera, entre autres, à combattre les obstacles à son efficacité. Il faut toujours veiller à s'inspirer du passé pour bâtir l'avenir, en tirant les leçons du passé politique. Il faut apprendre à modifier ses propres paradigmes. Parce que souvent, dans l'esprit, on est figé. Dans la tête, on est figé. Papa a dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Le grand-père a dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais ce que le grand-père a dit correspond à la réalité de son époque. Mais aujourd'hui, il y a quelquefois nécessité d'évoluer sur ces principes-là. Il faut donc apprendre à avoir de la souplesse dans son esprit pour modifier ses propres paradigmes, c'est-à-dire ce que les parents nous ont appris là, ou ce que l'école nous a appris là, à modifier. Par exemple, la notion de pauvreté. Par exemple, la dépendance aux choses venues d'ailleurs. Par exemple, les valeurs culturelles qui aujourd'hui sont devenues des valeurs destructrices, etc., etc. Il faut apprendre à dépasser ses intérêts personnels. Il faut apprendre à élargir ses considérations, ses connaissances dans différents domaines. On ne devient pas une femme politique de conviction percutante si on est ignorant.
On est d'accord? Une femme qui est ignorante, elle ne pourra jamais bien argumenter à la télévision devant les journalistes. Elle ne pourra pas. Il faut avoir le souci de s'instruire, de s'informer, d'apprendre. Écouter la télévision, écouter les émissions, écouter les documentaires, lire, discuter avec d'autres, confronter ses opinions avec d'autres, élargir ses propres considérations, ses propres connaissances dans différents domaines. Par exemple, tout à l'heure, là, quand Mme Crédit a parlé, j'ai beaucoup appris, mais j'ai demandé, mais l'habit que je porte là, cette couleur-là, est-ce que c'est une bonne couleur? C'est un peu violet. Hein? Donc, je me suis raccroché à ce qu'elle a cité violet. Sinon, j'étais là, je priais, j'ai dit oui, elle a qu'à citer. Est-ce que vous voyez? Mais si elle n'avait pas cité le violet là, demain si vous m'invitez ici, je ne viendrai plus à cet habit. Être prêt à modifier ses propres paradigmes, à apprendre, à étendre ses connaissances. On apprend de tellement de façons. Il y en a qui sont complexés. Oui, moi, mon papa m'a pas mis à l'école, ou bien je n'ai pas dépassé le bac, donc vraiment, je ne sais pas comment faire. Mais on apprend de tellement de façons. On apprend de tellement de façons. Là, on a appris ce qu'elle nous a enseigné là. Normalement, là, c'est un coût. On aurait dû payer chacun 50 000 francs hein, pour ce que nous avons. Hein? Maintenant, il y a également un point sur lequel je voudrais insister. Apprendre à planifier et à gérer de façon dynamique et visionnaire. Penser à la communauté. Penser au long terme. Penser au-delà de nos frontières. Parce que si vous faites la politique, vous allez vous rendre compte rapidement que vous allez être confronté à toutes sortes de choses. Hein. Par exemple, ce matin, moi, avant de venir, j'ai regardé la télé pour voir un peu le gars qui est en France là-bas, hein, qui nous fatigue beaucoup là. Quelle est sa situation? Hein? Il a failli être balancé hier à 9 voix près. J'ai dit, oh, 9 voix. Ah, bon, ça fait rien. On va continuer. Mais j'ai regardé ça. Parce que quand tu fais de la politique, tu dois suivre tout ça. Ce n'est pas mon pays. Ce qui se passe là-bas, c'est le débat entre eux. Mais c'est un débat dont les conséquences là peuvent m'intéresser ici, peuvent agir sur moi ici. Imaginez que dans ce moment, c'est à l'époque où nous sommes là, le gouvernement français tombe. Quel impact ça va avoir sur la politique ivoirienne? Quand tu fais la politique, tu dois regarder tout ça. Tu dois être ouvert, sans complexe, sans a priori, sans préjugés, mais ouvert pour apprendre, pour remplir ton esprit de connaissances. Et il faut apprendre à préparer la succession. En même temps que tu es en train de faire la politique, tu es toute jeune, mais il faut apprendre déjà à préparer la succession. Parce que ce que tu as comme vision là, tu veux laisser ça comme héritage. Un héritage durable. Donc en même temps que tu travailles, en même temps tu prépares la succession. En même temps tu formes les gens. En même temps tu transmets ta vision, en même temps tu transmets tes valeurs pour que ça survive après toi. J'ai un dernier élément. La femme politique de conviction, c'est une femme qui doit se nourrir de foi. C'est une femme qui doit s'abriter derrière sa foi. C'est une femme
qui doit s'abriter derrière son Dieu, derrière sa foi en son Dieu. Si vous voulez faire la politique et que vous laissez Dieu de côté, vous irez chercher le diable. Parce qu'on ne fait pas la politique sans être accroché au divin. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Souvent, les gens disent, comment elle a fait pour tenir? Mais comment elle fait? Elle a toujours le sourire. Malgré tout ce qui arrive, elle tient. Je tiens parce que je suis accroché à mon Dieu. L'activité politique a des contraintes. Elle soumet à des obligations qui ne sont pas toujours aisées à assumer. Elle nous expose à des adversités parfois imprévisibles. Il faut alors avoir du cœur. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir du courage. Et il faut s'armer de générosité. Il faut s'armer d'abnégation. J'insiste là-dessus. Il est impossible de développer, je vous ai dit, cette conviction inébranlable si on ne s'appuie pas résolument sur son Dieu. Pour moi, là, la foi en Dieu est une donnée indispensable pour avancer, pour progresser. Parce que l'engagement politique doit avoir avant tout pour sens comme un véritable don de soi à la communauté. On a beaucoup loué au fouet, on disait le fouet était le don de soi. Mais si tu veux faire la politique et que tu n'es pas capable de te donner à ta communauté, tu ne réussiras pas. Tu vas peut-être plaire pendant quelque temps, tu vas être balayé. C'est pour ça que l'orgueil personnel et l'égoïsme sont deux pourvoyeurs d'échecs. Je reprends, hein? L'orgueil personnel, c'est-à-dire développer son projet en se centrant uniquement sur soi-même. C'est marcher vers l'échec. Lorsque on est convaincu d'une cause, tous les obstacles deviennent pour la femme politique de conviction des opportunités. Les obstacles deviennent alors des opportunités pour faire triompher sa vision. L'engagement devient alors inébranlable. Lorsqu'on a compris que la vision, vous savez, quand je parle comme ça, je suis en train de penser au geste de... L'engagement devient inébranlable. C'est ça, hein? Lorsqu'on a compris que la vision qu'on poursuit est plus grande que sa petite personne. La femme politique de conviction doit être une femme active, une femme déterminée, une femme audacieuse. Tout à l'heure, Dao Kabbalah l'avait dit, et j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas audacieuse, si vous êtes dans la timidité, si vous attendez qu'on vienne à chaque fois vous dire ce que vous devez faire, vous allez être à la traîne des autres. Ma conclusion, je vous dis à vous femmes, que la clé pour réussir une carrière politique, premièrement, c'est d'avoir des convictions fermes, des convictions fortes et une vision claire de votre projet. Je l'ai dit au début, je le redis à la fin. Cette vision-là, elle doit être fondée sur des valeurs que les femmes elles-mêmes sont prêtes à défendre en tout temps, en toutes circonstances, si elles veulent aller jusqu'au bout de leurs rêves. Quand je dis leurs rêves,
Je devrais dire nos rêves, parce que nous devons partager ces rêves ensemble. Et ces rêves-là, elles vont à l'endroit de ceux et celles qui vont prendre les décisions, qui vont engager la vie de nos communautés, la vie de nos sociétés. C'est indiscutable, hein? Les femmes ont des compétences, elles ont des capacités d'occuper et d'exercer les mêmes fonctions que les hommes. Et ce, aux plus hautes, même aux plus hautes fonctions de l'État. Et elles sont capables, je dis les femmes, elles sont capables de faire même mieux que les hommes, avec les atouts qu'elles ont déjà dans leurs mains et dans leur cœur. Alors, femmes politiques, femmes de conviction, levez-vous, mobilisez-vous et agissez. Je vous remercie.